RTL continue avec notre grand entretien. Nous recevons ce soir Kahina Bahloul. Elle est islamologue, théologienne, première femme imam de France. Elle publie Mon Islam, ma liberté. Elle prône un islam libéral. On verra avec elle d'ailleurs ce qu'elle entend par là et on lui demandera ce qu'elle pense de cette loi contre le séparatisme votée au Sénat et que certains trouvent islamophobe. Avant de l'accueillir, faisons le point sur les mesures les plus importantes, les plus fortes, les plus marquantes qui ont été donc adoptées au Sénat pour lutter contre le séparatisme. Un sujet bilan signé Marion Delpech. Le Sénat continue de durcir considérablement le projet de loi séparatisme. L'amendement dit UNEF, initié par les sénateurs Les Républicains Alexandra Borchio-Fontimp et Stéphane Le Rudulier, a été adopté jeudi à l'unanimité, permettant de dissoudre les associations faisant des réunions non mixtes racisées. Adoption à l'unanimité aussi de l'amendement permettant aux maires d'interdire les drapeaux étrangers lors d'un mariage, une interdiction qui s'appliquerait si le texte n'est pas retoqué par les députés dans la salle des mariages et à proximité de l'hôtel de ville. Les sénateurs ont également voté l'interdiction du port du voile par les mineurs dans l'espace public ainsi que l'interdiction des femmes voilées lors des sorties scolaires. Enfin, le patron des sénateurs Les Républicains n'est pas en reste avec l'adoption de la proposition d'interdiction des listes communautaires aux élections. Le Sénat a adopté l'article Samuel Paty sanctionnant la mise en danger d'autrui par la diffusion d'informations personnelles au cours d'une séance marquée par un affrontement entre le garde des Sceaux et l'opposition qui craint pour la liberté de la presse. Et on est passé d'un système de cautionnement à un système de contrôle a posteriori. C'est-à-dire que s'il y a un acte diffamatoire, alors quiconque se sent diffamé peut attaquer la presse. Concernant le renforcement de la neutralité dans le monde du sport, l'amendement le plus emblématique vise à interdire le port de signes religieux ostensibles pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions. Sur le volet de l'enseignement, enfin, plusieurs dispositions ont été adoptées. L'interdiction des prières dans les couloirs des universités, la lutte contre les actions de propagande perturbant la tenue de conférences et l'interdiction dans la loi des listes communautaristes aux élections étudiantes. Enfin, sur l'école en famille, l'hémicycle s'est opposé à l'autorisation préalable souhaitée par le gouvernement. Après 2 semaines d'examen du texte par les sénateurs, le rapporteur Stéphane Piednoir s'inquiète du compromis qu'il faudra trouver avec les députés. Ça va être évidemment compliqué. Et ensuite, à l'examen, je compte vraiment sur la sagesse des députés pour dire, attendez, regardez entre les objectifs affichés par le président de la République et la réalité de ce texte, tel que vous nous l'avez livré au Sénat, il y a un grand écart que nous avons essayé de combler. Et si aucun accord n'est trouvé entre sénateurs et députés, l'Assemblée nationale statuera en dernier ressort. Et allons plus loin dans l'entretien avec nous ce soir, Kahina Bahloul, bienvenue à vous. Vous êtes devenue en 2019 la première femme à occuper la fonction d'imam en France. Vous racontez votre parcours et vous faites part de votre vision de l'islam dans ce livre, Mon Islam, ma liberté. Le voilà, on va y revenir. Je voudrais d'abord votre regard sur tout ce qui a été modifié, voté au Sénat après 2 semaines de débat et notamment sur ce qui concerne le voile. Interdiction du voile pour les mineurs dans l'espace public, interdiction du voile pour les accompagnatrices scolaires. Comment vous voyez tout cela ? Eh bien écoutez, je trouve qu'il y a certaines mesures qui sont tout à fait les bienvenues, notamment sur la question du voile des mineurs. Je trouve qu'il faut effectivement protéger les filles, les petites filles, les mineurs qui n'ont pas encore l'âge de décider, de choisir si elles veulent porter le voile ou pas. Et je crois que justement le danger de ces idéologies fondamentalistes, c'est de faire du corps de la femme un enjeu politique. D'ailleurs, j'en parle aussi dans mon livre. Je crois qu'il faut absolument protéger les femmes contre cela. Il faut redonner aux femmes la liberté de pouvoir choisir. Et il se trouve que quand on est mineur, on ne peut pas choisir. Vous mettez dans le même panier, j'allais dire, la petite fille de 10 ans et l'adolescente de 15-16 ans qui fait le choix de cacher sa chevelure parce qu'elle peut considérer que c'est un atout, une coquetterie qu'elle veut réserver à son futur mari. Pour vous, c'est pas un choix, même à 15-16 ans? Ça ne peut pas être un choix pour vous? Non, je pense que ça peut être un choix. Effectivement, je pense qu'on ne peut pas du tout mettre sur le même plan une petite fille de 10 ans, 11 ans, qui ne comprend même pas ce qu'est le voile, quel est le sens de ce voile. Et parce que le voile, c'est aussi le sens qu'on lui donne. Et moi, je respecte tout à fait les femmes qui choisissent de le porter parce que, consciemment, elles choisissent de le porter et elles lui donnent un sens spirituel, un sens personnel et individuel. Mais ce qui est gênant, par contre, c'est lorsque cet habit, ce vêtement devient un enjeu d'une idéologie politique intégriste. Et que des jeunes filles de
14-15 ans, à un moment donné, veuillent essayer cela parce qu'elles ont besoin d'affirmer une identité peut-être. Pourquoi pas, elles se cherchent. Je crois que ça ne sert à rien non plus de faire des polémiques qui ne font que renforcer cette problématique et aussi de leur rejet, aussi d'une certaine, de certaines lois de la République ou d'un certain cadre. Je crois qu'il faut plutôt les accompagner, mais en tout cas respecter aussi la liberté de chacune de gérer son corps comme elle a envie. Alors, il n'y a pas que le voile, hein. Bien sûr, on vient de le voir dans le sujet de Marion. Le Sénat a voté l'interdiction du burkini, des listes communautaires, des certificats de virginité, des prières dans les universités. Je vous ai vu réagir d'ailleurs pendant le sujet. Pour certains politiques de gauche, c'est de l'islamophobie pure et dure. Vous êtes d'accord avec ça ? Je ne pense pas que ce soit de l'islamophobie pure et dure. Je crois qu'il y a réellement un intégrisme islamiste qu'il faut absolument contrôler. Il y a des idéologies islamistes qui sévissent malheureusement partout dans le monde depuis très longtemps. Moi, j'ai connu ça en Algérie dans les années 90. Ce n'est pas nouveau, absolument pas nouveau. Et je crois qu'il ne faut pas être naïf vis-à-vis de ces mouvements-là. Ce sont des mouvements politiques qui veulent arriver au pouvoir et prendre le pouvoir politique en diffusant une idéologie, en instrumentalisant la religion en vérité. Et c'est pour ça que j'adresse aussi ce message à tous les jeunes musulmans pour leur dire essayez de comprendre un petit peu mieux votre religion. Et puis la religion finalement est plutôt une conviction qui se vit dans la sphère intime et puis c'est d'abord une spiritualité. Donc oui, il faut avoir conscience qu'il y a cette instrumentalisation politique de l'islam et ça doit passer par des lois, des interdictions. Vous pensez que ça peut marcher ou qu'au contraire ça pourrait braquer ? Alors quelquefois, oui, ça peut braquer. Je pense qu'il faut faire très très attention. Justement, il faut arriver à trouver l'équilibre entre les interdictions qui sont nécessaires, comme par exemple la protection des mineurs, par exemple ces mineurs qui sont soustraits à l'éducation dans l'école de la République. Ça, c'est absolument inacceptable. Il faut probablement passer par des lois pour ça, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de tout faire passer par des lois et de tout réglementer. Je crois que beaucoup passera aussi par l'éducation et la prise de conscience de ce que sont ces idéologies politiques. Vous diriez qu'il y a un climat quand même islamophobe en France ou pas ces dernières années ? Vous le ressentez, vous ? En tout cas, il y a une hystérisation du débat dès qu'il s'agit de parler de l'islam ces dernières années. Ça, tout le monde le sent et le voit. On ne peut pas le cacher. On le vit malheureusement presque au quotidien. C'est déplorable, c'est triste que l'islam, qui est d'abord une religion, une spiritualité, devienne à ce point un sujet clivant. Comment on en est arrivé là, d'après vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette défiance vis-à-vis de cette religion et une défiance qui a fait suite à des attentats islamistes qui, a priori, doivent être complètement dissociés de l'islam ? Oui, tout à fait. Alors, oui, ce qui s'est passé, c'est que justement, cette instrumentalisation politique joue sur cette confusion en tentant d'asseoir leur idéologie politique sur un message religieux. En créant donc la confusion dans l'esprit des musulmans. Et puis, cette confusion s'étend malheureusement lorsqu'on voit des attentats terroristes à la télévision et que ces attentats sont commis au nom d'Allahu Akbar, ça crée beaucoup de confusion. Et malheureusement, d'un autre côté aussi, les gens ne sont pas toujours... Nous ne faisons pas dans la nuance, malheureusement. Aujourd'hui, nous avons tendance à fonctionner dans la vraie vie comme nous fonctionnons sur les réseaux sociaux, où il est effectivement plus facile d'haïr que de réfléchir. On n'est plus dans le propos posé, réfléchi. Mais ça veut dire que Daesh ou toutes les mouvances islamistes sont en train de gagner, sont en train de nous diviser, sont en train de morceler notre société. C'est ce qui est déplorable et vraiment c'est ce qui m'attriste beaucoup, moi et beaucoup de musulmans, je pense, parce que on est finalement, dès qu'on parle d'islam aujourd'hui, on est dans des stéréotypes et on croit que tous les musulmans sont de potentiels terroristes, alors que la grande majorité des musulmans sont complètement intégrés dans la société française, vivent leur religion de façon complètement apaisée, contribuent à construire ce pays au quotidien. Nous avons des cadres supérieurs, nous avons des médecins, nous avons des gens simples qui vivent au quotidien de manière tout à fait apaisée leur religion. C'est intéressant, vous avez prononcé le mot intégré, parce que dans le contexte de ce vote au Parlement revient le débat sur les questions d'assimilation
et ou d'intégration. Anne Chemin en a fait une chronique dans Le Monde. Je vous cite quelques lignes. Face aux craintes de l'islam politique, la notion d'assimilation fait son retour. Développée sous la Troisième République comme condition nécessaire à la naturalisation, cette notion, à la différence de celle d'intégration, implique l'abandon des différences pour se fondre dans le creuset national. Je vous vois réagir. Il ne faut pas en arriver là. Je crois que c'est vraiment aller à l'extrême d'une logique qui ne me semble pas du tout souhaitable. On ne peut pas... l'intégration ou vivre en harmonie dans une société ne veut pas dire uniformité. Nous avons tous nos identités. Par contre, je pense que là où il faudrait aller, c'est vers plus de reconnaissance de nos identités multiples, composites, et ne pas assigner les gens à leur identité dans sa dimension simplement religieuse ou à ses origines. Et cette prise de conscience, je crois qu'elle doit se faire dans les deux sens, c'est-à-dire de la part des Français musulmans, mais aussi des politiques. Il faut sortir de ces clivages et de cette polarisation de la société. Parlons de vous, de votre parcours qu'on découvre donc dans ce livre « Mon islam, ma liberté ». Vous êtes la première femme imam de France. Pourquoi ? Comment en êtes-vous arrivée là ? Eh bien, ça a été tout un cheminement. Ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé comme ça en me réveillant un matin. Ça a été tout un parcours. J'ai d'abord connu l'islam dans ma famille en Algérie, et puis après j'ai connu la décennie noire, malheureusement, qui a remis beaucoup de choses en question dans ma tête d'adolescente, de jeune adulte. Puis après, je suis arrivée en France. J'avais pris un petit peu mes distances avec la religion, mais jamais avec la spiritualité. D'accord. Et c'est en vivant le drame de la perte de mon père, que je me suis tournée et j'ai redécouvert la spiritualité musulmane à travers le soufisme. Et là, j'ai compris que l'islam était en fait beaucoup plus riche. On peut avoir une compréhension beaucoup plus profonde et spirituelle de l'islam, mais en s'intéressant à la spiritualité. Vous déclarez donc être imam de France. Est-ce que ça a été compliqué ? C'est compliqué ? Est-ce que vous êtes contesté ? Est-ce que vous êtes menacé, insulté, disons-le ? C'est toujours compliqué pour les femmes. Ce n'est jamais simple. Bien sûr, oui, au départ, j'ai été plus que contestée, pas par tout le monde, bien sûr, mais certains qui croient être les gardiens du temple, ont cru bon de m'insulter, de me menacer. Même en 2019, j'avais reçu des menaces sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est déplorable, c'est que tout cela, en fait, provient d'une ignorance de ce qu'est l'islam, de sa tradition, de ses textes. C'est là où on voit que le fondamentalisme religieux a réussi à faire de l'islam une religion très dogmatique, mais aussi très simpliste. C'est-à-dire qu'on a une approche de la religion très, très simple. Aujourd'hui, tout passe malheureusement par Internet, les réseaux sociaux, et il n'y a plus d'études approfondies. Le Coran n'interdit pas à une femme d'être imam ? Non, le Coran n'interdit absolument pas à la femme d'être imam. Et d'ailleurs, le Coran ne parle pas du tout de cette fonction de l'imama. C'est une fonction qui a été créée plus tardivement pour gérer le culte musulman. Mais le Coran n'en parle absolument pas. En tout cas, pas de cette fonction. Il en parle autrement, comme modèle ou comme livre, par exemple. Et puis après, on trouve dans la tradition musulmane un cas d'une femme qui aurait été désignée par le prophète lui-même. Et souvent, cette tradition prophétique est complètement méconnue. Et en fait, c'est là où il faut prendre conscience aussi des lectures qui ont été faites jusque-là, qui sont des lectures très partielles, très masculines, très influencées par le prisme patriarcal. Et aujourd'hui, ce que je dis à travers mon livre, c'est qu'il faut absolument que les femmes se réapproprient aussi la lecture de ces textes et qu'elles prennent toute leur place et qu'elles aient voix au chapitre. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas reconnue par les instances officielles musulmanes, c'est bien ça ? Je ne suis pas reconnue, nous ne sommes pas reconnus par les instances officielles musulmanes. Et ce qui est déplorable, c'est que, de temps en temps, quand on voit que l'État français aussi parle avec ces instances, eh bien, les femmes... on a l'impression que les femmes musulmanes n'existent pas. Je trouve cela très, très vexant. Moi, j'ai envie de dire que les femmes musulmanes existent. Nous voulons aussi avoir une parole et pouvoir représenter
voilà, les Français musulmans dans leur entièreté. Voilà. Elles posent problème, ces instances officielles musulmanes avec lesquelles justement le gouvernement a tenté de discuter pour les faire signer une charte. On sait à quel point ça a été compliqué. Elles posent problème, ces instances? Bien sûr qu'elles posent problème. Je pense que toute la question de la représentativité de l'islam aujourd'hui en France pose problème. Parce que d'abord, elle est construite sur le mètre carré mosquée, ce qui est juste incroyable. Je ne comprends pas comment on a pu fonder cette représentativité sur le mètre carré mosquée. Et on voit aujourd'hui cette course au gigantisme dans la construction des mosquées, parce que certains l'ont compris. Et on voit l'ingérence de ces pays étrangers qui mettent beaucoup d'argent justement pour construire de grands bâtiments dans ce sens, alors que nous, par exemple, les musulmans qui essayons de faire émerger un islam de France, un islam en France, nous avons énormément de mal à trouver des financements, à trouver un lieu. Et voilà. Et donc le gouvernement continue par contre à travailler avec ces institutions dans des schémas absolument archaïques qui ne représentent en réalité que l'islam consulaire, c'est-à-dire l'islam des pays étrangers. Et moi, la question que je pose, c'est nous, les musulmans de France, en France, qui voulons vivre notre islam en harmonie avec les valeurs démocratiques de la République française, où sommes-nous ? Pourquoi nous ne sommes pas pris en compte ? Pourquoi on ne parle pas avec nous ? Justement, vous parliez de l'étranger, je voudrais vous montrer une image qui nous vient de l'étranger. Justement, elle est en train de faire le tour des télés du monde entier et même de provoquer un incident diplomatique. C'est la mise à l'écart et donc l'humiliation de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ça se passe mardi dernier à Ankara. Regardez, lors d'une visite officielle. Aucune chaise n'est prévue pour elle, alors qu'il y en a bien une pour le président du Conseil européen, Charles Michel, et le président turc Erdogan. Elle a fini par s'asseoir sur un canapé, en retrait des deux hommes. Alors, on appelle ça le Sofagate. Que dit cette image pour vous, peut-être d'ailleurs de la Turquie d'Erdogan ? Je trouve cette image extrêmement choquante. Moi, je pense qu'ils auraient dû, cette délégation aurait dû repartir tout de suite. Ils n'auraient pas dû rester, mais quel manque de respect pour les femmes. Et alors que nous sommes en Europe, nous sommes dans des pays qui respectons l'égalité femmes-hommes, où voilà, les femmes se sont battues pour acquérir des droits. Et là, des pays où... Je ne veux pas parler d'un pays parce qu'en Turquie, il y a des musulmans très respectueux et puis beaucoup de musulmans sont très respectueux des femmes. Mais là, le problème, je pense que ce sont certains hommes politiques comme Erdogan, par exemple. Là, il y a clairement un manque de respect vis-à-vis de cette femme. C'est ça l'islam politique d'Erdogan qu'il essaie de faire... entrer en France, puisqu'on a maintenant des dossiers des services de renseignement qui ont été remis à l'Élysée, qui montrent à quel point Erdogan veut essayer d'influencer ce qui se passe en France et le peuple musulman en France. Vous l'observez, vous aussi ? Oui, bien sûr. Écoutez, dans les financements de mosquées, mais oui, mais pourquoi ils le feraient pas ? Ils ont très très bien compris. De toute façon, tous ces leaders politiques qui instrumentalisent la religion et qui ont compris la fragilité de nos systèmes démocratiques et puis le retrait de l'État du domaine religieux, parce qu'on est un État laïque et il y a la laïcité à la française est très particulière aussi, il faut le dire. Ces pays-là l'ont très très bien compris et à partir du moment où ils ont trouvé une porte, ils s'engouffrent et ils l'utilisent à l'extrême. La Turquie est le principal, alors je ne sais pas si vous allez me le confirmer, fournisseur d'imams en France. Oui, je crois que la Turquie est un des principaux. Il y a aussi le Maroc et l'Algérie. Ouais. Mais ce qui est inquiétant avec la Turquie, c'est que la Turquie, ces dernières années, en tout cas Erdogan, a pris un tournant politique qui instrumentalise la religion musulmane et qui propage l'islam, c'est connu, plutôt l'islam des frères musulmans, qui est plutôt une idéologie politique extrémiste. Et comment vous vous êtes formé, vous, en tant qu'imam, femme ou pas, comment vous vous êtes formé et comment fonctionne la mosquée dans laquelle vous officiez ? Eh bien, alors moi, je me suis formée déjà dans mon enfance. J'ai grandi en Algérie, donc à l'école, l'État algérien n'est pas laïque, donc à l'école publique algérienne, on étudie. Il y a un catéchisme musulman jusqu'au lycée. Puis après, j'ai fait des études de droit où j'ai étudié justement le statut, où j'ai étudié le droit de la famille algérienne, qui est complètement inspiré du
droit musulman. Et puis, donc, en fait, ce qui m'a permis d'avoir cette vision de l'islam enseignée dans les pays musulmans qui reste très dogmatique, malheureusement. Et puis, lorsque j'ai décidé en 2015 de m'engager, j'ai décidé de reprendre des études à l'École pratique des hautes études, qui est une grande école de recherche française qui émane de la Sorbonne. Donc là, on adopte dans cette école de recherche la méthodologie la méthode historico-critique et l'étude de la religion à travers les sciences humaines et sociales. Et si les téléspectateurs veulent en savoir plus, je les appelle donc à lire votre livre « Mon islam, ma liberté ». Merci infiniment, Kahina Bahloul, d'avoir été notre invitée ce soir dans l'entretien.